C'est parti? Oui. Eh bien, allez, on y va alors. Alors, on peut y aller. Bon, ben voilà, alors tout de suite, je vais vous donner ma motivation pour mon engagement dans la résistance. Peut-être votre nom. D'abord, je me Et quand vous êtes, nomme M. Albert Campeto. Je suis né en 1923, le 26 mars. J'ai 84 ans depuis le mois de mars, naturellement. J'habite à Dompierre, au 12 rue Pasteur. Et puis, c'est tout, quoi. En fait, Oui, donc là, vous allez pouvoir nous parler de votre engagement dans la mon engagement, résistance. il n'est pas difficile. Là, mon père a fait la guerre de 14-18. Il était de la classe 1911. Il a fait 3 ans de service militaire, donc il était libérable l'année de la guerre. Il a continué la guerre, 4 ans et demi de guerre. Et puis 1 an d'occupation en Allemagne. Il est parti à 20 ans, il est revenu à 28 ans. Jeunesse pratiquement brisée, si on veut dire. Il a été blessé, il a été gazé, il a fini comme sous-lieutenant dans l'artillerie. Donc, quand mon père a vu arriver les Allemands en 1940, avec tout ce qu'il a subi, voir tous ses copains et ses amis morts au combat, ça l'a vraiment révolté. Alors, tout de suite, vous savez, il m'a raconté beaucoup de choses là-dessus. Et les Allemands, en plus de ça, quand ils sont venus à Dompierre, le 23 juin 1940, ils ont réquisitionné des chambres chez les particuliers pour loger leurs troupes, parce qu'ils n'avaient pas de place. Et ils ont fait l'inventaire de toutes les maisons pour savoir où il y avait des chambres de libre. Alors, ils sont venus à la maison, et il y avait une chambre de libre et ils l'ont réquisitionnée. Alors, vous pensez que mon père, quand il a vu ça, que 20 ans après tous les souffrances et tout ce qu'il a vu autour de lui, toute cette guerre horrible, il était révolté. Moi, à l'époque, j'avais 17 ans. Je pensais que j'étais un petit peu motivé par rapport à tout ce qui s'était passé. Donc, après la suite de ça, on a eu un problème à la maison avec un certain, parce que c'était pas toujours les mêmes Allemands qui passaient. Ils venaient en repos. Il y avait qui venaient en repos du front de Russie. Et puis après c'était des jeunes recrues qui venaient faire leur classe ici, les Allemands. Mais un jour, on est tombé sur un énergumène qui rentrait ivre tous les soirs. Il montait, la chambre était au premier. Il rentrait ivre presque tous les soirs, et puis avec ses bottes toutes crottées et tout, et en plus de ça, il descendait même pas aux toilettes, il urinait par la fenêtre qui était au premier, qui donnait en plein sur la porte d'entrée. Alors mon père, quand il a vu ça un jour, eh bien, il n'était pas là, il était absent, il a pris tout son pactage, il a tout mis dehors. Alors, à la suite de ça, quand l'Allemand est revenu, qu'il a vu toutes ses affaires dehors, il est allé à la commandature, c'est une commandature à Dompierre. Les officiers sont venus à la maison. On était en train de déjeuner, je vous dis que le repas était vite fait. Ils ont emmené mon père, pas tout doucement, vous savez, la bousculant, jusqu'à la commandature. Il y a eu une explication là-bas. Moi, je n'ai pas assisté. Mais le maire de Dompierre est venu plaider la cause de mon père et puis expliquer ce qui s'était passé. Donc, il n'y a pas eu de suite là-dessus. Enfin, disons que c'était déjà un premier point pour ma motivation, pour mon engagement. Après, il y a eu un dimanche, il y avait des courses cyclistes à Dompierre. Et il y a un groupement de RNP, des jeunes du RNP, qui sont venus. On était en train de regarder les courses de vélo. Ils sont passés en levant le bras en l'air, comme un salutaire. Et quand ils sont passés, j'ai besoin de vous dire, avec des copains, on ne les a pas laissés passer comme ça. On a commencé à les crocheter verbalement. Et puis bon, ben, ça s'est dispersé. Après la course, on les a retrouvés dans le milieu du bourg, devant un magasin de chaussures qui était mené par M. Clou. Et avec lui, il y avait 2 collaborateurs de Dompierre, le commandant Charrier et M. Proust, qui s'est évadé avec Silos quand ils ont voulu partir sur le bateau à la Libération, vous savez. Alors donc, il y a eu avec eux là, et puis le lendemain, j'ai été convoqué au CIPO de La Rochelle avec un camarade. Et là, il y a eu un interrogatoire un peu musclé. Et il parlait de nous envoyer un travail en Allemagne. Et le maire est intervenu, le maire de Dompierre, pour arranger l'affaire. Et ça s'est arrêté là.
Donc c'était une seconde motivation. Oui. La troisième motivation, c'est quand j'ai travaillé à la SAMA, je travaillais à la SAMA, il y avait un groupement de résistance qui s'était formé. Et on m'a proposé, enfin, vous savez, avec les ménagements, comme vous savez, on ne propose pas comme ça à n'importe qui. Alors, bon, ben moi tout de suite, j'ai tête baissée, j'ai foncé là-dedans, je me suis engagé dans ce groupement de résistance. Et à la SAMA, c'était à quel endroit exactement? La SAMA, c'était la Société Aéromaritime de l'Atlantique. Ah oui, d'accord. On réparait les avions allemands, là. J'ai été obligé de travailler pour les Allemands à l'époque. On réparait des Gaudron Renault, des bimoteurs. Alors, ce groupement de résistance s'est fait, et là, on a commencé à faire du sabotage. On a fait du sabotage, on a coupé des lignes électriques, on a fait dérailler des trains, on a incendié des dépôts de matériel, jusqu'au jour où il y avait un responsable du Sud-Ouest, M. Manouton, qui venait à La Rochelle, contacter notre chef, Louis Tixier, pour saboter la centrale électrique de la base sous-marine. Mais cet ami, enfin ce chef de résistance, il était filé depuis Bordeaux par la Gestapo, par Grand Clément. Vous avez entendu parler de Grand Clément. Donc il est venu à avenue Guiton, au domicile de chez Madame Auger, où logeait le camarade de Tixier, parce qu'il n'était pas Rochelet, lui. C'est un Berrichon. Il était de Rosières. Donc ils sont venus à la maison de Madame Auger. Comme ils avaient filé Manouton, ils ont cerné le pâté de maison. Et là, il y a eu du rififi. Manouton a été tué, Émile Tixier a été grièvement blessé. Il a essayé de s'évader en passant par les jardins derrière, mais comme il était blessé à une cuisse, il n'a pas pu sauter par les murs. Ils l'ont fait prisonnier. Et à la suite de ça, le détachement Liberté, c'était le détachement Liberté qui s'appelait. Le détachement Liberté a été décimé, a été démantelé, les arrestations les unes après les autres. Il y avait combien de personnes à peu près On a été arrêté 19 personnes, je crois. Je crois que c'est 19 qu'on a arrêté. Le plus vieux avait 24 ans, c'est pour vous dire. Et c'était à quelle date alors? Alors, ce coup dur, là, enfin, cette fusillade a eu lieu le 30 septembre 1943. Et les uns après les autres, nous avons été arrêtés. Moi, j'étais dans les derniers arrêtés. J'ai été arrêté le 19 octobre 1943. Alors là, on m'a emmené... On m'a arrêté d'abord sur les lieux de mon travail, avec le commissaire Blétani et la Gestapo. Alors de là, on m'a emmené à la prison de Lafont. J'étais en cellulé avec le docteur Mancière de Rochefort, qui était dans la résistance aussi, qui a été fusillé au camp de Souge. Et après, je suis resté 2 ou 3 jours, je crois, et nous sommes partis sur la prison de la Pierre-Levée à Poitiers. Ah oui. Alors là, je suis resté jusque, je me rappelle plus exactement les dates, à la mi-décembre. À la mi-décembre, il y a eu un jugement. Donc, il y en a qui ont été condamnés à la prison, d'autres travaux forcés. Moi, j'étais aux travaux forcés. Et on m'a emmené d'abord en transit à Rouillé, où je suis resté 3 jours, 3 ou 4 jours. Et il y a un convoi qui s'est formé pour nous emmener au camp de travaux forcés de la Coubre, à la pointe de la Coubre de Royan, où on construisait les blocos. Alors là, c'était l'hiver, je n'ai pas besoin de vous dire que décharger les sacs de ciment qui étaient percés et puis avec le froid, d'abord on nous a mis des treillis bleus avec des bandes rouges. Et là, vraiment, c'était dur. Et à la Pierre-Levée, ça s'est passé comment? C'était difficile également? Ah, très difficile, très difficile. Alors la Pierre-Levée, vous savez, d'abord, on n'avait pas grand-chose à manger, on était surveillés en permanence. Plusieurs fois par jour, on sondait les barreaux de Vadislas. Et puis, vous savez que c'était à la cavalcade. Hein. Une fois par semaine, on nous emmenait aux douches, des douches froides, au mois de décembre, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il fallait que ça soit vite fait. Alors, il y avait les Allemands qui nous narguaient avec des belles tartines de confiture, je la vois encore, là. Et puis, le jour du 11 novembre, là, il y a eu une manifestation dans la prison. Il y a la Marseillaise qui a commencé à se chanter dans une cellule, et toute la prison où il y avait les internés, qui étaient les prisonniers, ont entonné la Marseillaise. Alors là, les Allemands, ils étaient hors d'eux.
Alors plusieurs cellules ont été vidées et ils ont fait des matraquages après les prisonniers. Nous on a eu la chance, la cellule à côté de nous a subi donc cette maltraitance, nous on a passé à travers. Et puis donc après, alors je reviens quand on est reparti de la Pierre Levée, je suis parti au camp de Rouillé. Oui. À Rouillé, là il y avait un convoi qui s'est formé pour nous emmener au camp de la Cour. Alors la Cour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bon, c'était les travaux de béton et puis pour faire la construction des blancos. Et puis là j'ai eu un problème de santé. J'ai fait une crise de sinusite là, très très grave. Et il y avait un infirmier qui m'a pris sous sa protection. C'était certainement pas un nazi, c'était un anti-nazi. Et là, il m'a fait évacuer après avec un autre camarade qui avait fait une pleurésie sur le camp de transit qu'il y avait à Lalleux-La Rochelle, à côté de la base aérienne. Là, je suis resté quelques jours. Et après, on m'a envoyé sur Rouillé. Mon copain, lui, il est parti sur Saint-Martin-de-Ré. Et là, il y a eu une première chance, c'est que dans un bombardement de la Palisse et du camp d'aviation, il y a des bombes qui sont tombées sur le camp d'internement. Et il y a eu des morts et des blessés. J'étais parti depuis la veille. Alors, première chance. Donc j'ai rejoint le camp de Rouillé. Donc à Rouillé, là, j'étais accueilli par la famille qui existait à l'époque. Famille, vous savez ce que c'était? C'était un groupement de résistants qui partageaient tous les colis et tout, et de temps en temps, ça nous améliorait notre ordinaire. Donc le groupement de résistants était à l'intérieur du camp? À l'intérieur du camp, donc avec Markovitch, là, donc j'ai connu Markovitch là, et puis je ne me rappelle plus des autres noms. Et le débarquement, entre-temps, il y a eu des tentatives d'évasion. Je me souviens, à la baraque à côté de nous, ils avaient creusé un tunnel. Vous savez que les baraques étaient surélevées sur des tartins. Ils avaient, comme le bout des baraques était attonné à côté des barbelés à quelques mètres, il y avait un chemin de ronde et puis un chemin qui s'en allait au château. Là. Alors, ils avaient presque fini de faire leur souterrain quand le souterrain s'est écroulé au passage d'une charrette ou quelque chose. Donc là, terminé, pas d'évasion. Puis survint après le débarquement. Alors le débarquement, on avait des relations avec la résistance extérieure, donc avec M. Chapillon, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais c'était un peu par la suite. Et on a préparé cette évasion. Et l'évasion a eu lieu le samedi 11 juin à minuit. C'est-à-dire qu'il fallait se tenir prêt, habillé, de façon à partir de temps. Là, nous sommes partis qu'à 27, parce qu'il y en a d'autres qui disent oui, le débarquement est arrivé, et on va être libéré dans quelques jours, et puis ça va être, c'est pas la peine. Moi je dis, la liberté d'abord, on verra par la suite. Donc nous sommes partis à la ferme de la Brousse. Là nous sommes scindés en plusieurs fractions de 4 ou 5 évadés. Il se passait à peu près 50 mètres, c'était de nuit. Que si on avait trouvé une mauvaise rencontre, on ne savait pas, on n'était pas pris d'un seul coup, vous savez, tout le groupe à la fois. Donc pas de problème, on a rejoint la ferme de la Brousse. C'était à quelle heure vous êtes sorti du camp? À minuit. À minuit. À minuit. Pile, à minuit pile, on était prévenus de se tenir prêt, et effectivement à minuit pile, à la minute près, on est parti. Il y avait mon voisin de lit, enfin de Chaly, qui était à côté de moi, il m'a dit comment ça fait tu restes habillé? Oh, j'ai dit, j'ai pas chaud, j'ai pas trop chaud, je reste habillé. Vous savez pourquoi? C'est une réflexion qu'il m'avait faite. Donc, on est arrivé à la Briouze, et puis là, le dimanche, on a institué un poste de surveillance. C'est-à-dire que au bord de la route, la ferme était un peu à combien, à peu près 150-200 mètres de la route. Oui. Donc, en cas qu'on soit recherché, on avait formé un tour de rôle, un camp de la surveillance. Oui. Donc dans la nuit du 11 juin alors?
C'était le lendemain, ça, c'était le dimanche. D'accord. Et vous êtes arrivé vers quelle heure à la Briouze? À la Briouze, ben, je ne sais pas, moi, il y a 8 ou 10 km, je ne sais pas. Oui, il y a à peine 8 km. Oui, bon, on est arrivé peut-être, donc minuit, on est arrivé peut-être 3 ou 4 heures du matin, oui. Vous savez, hein, il y a quelque chose près, hein, mais je ne vais pas regarder ma montre. Oui. Donc là, on a fait ce service de surveillance, donc il y en avait un qui était posté au ras de la route, un autre qui était à l'entrée de la ferme. S'il y avait eu un convoi ou quelquefois des Allemands qui seraient venus sur la route, tout de suite on était prévenus de nous mettre en alerte. Donc le dimanche c'est passé convenablement, il n'y a pas eu de problème. Et vous avez dormi où alors à la Briouze? Alors là, dans la Briouze, figurez-vous qu'il y a encore une petite anecdote, on couchait dans une grange à foin, et du foin qui était tout neuf, qui avait été rien que récolté. Et je me souviens, moi, que ça m'avait donné des nausées. Hein, respirer ça dans la nuit, le lendemain j'avais un petit peu mal à la tête. Ça c'est pas grave ça. Donc la journée du dimanche s'est bien passée et j'ai un souvenir formidable de Madame Papineau qui nous avait fait un ragoût avec du poulet et des pommes de terre. Je n'ai pas besoin de vous dire, ça faisait 8 mois, 9 mois que j'étais arrêté puis que j'avais souffert de la faim et tout, que j'avais trouvé ça formidable. Donc on a fait ce bon repas, j'ai trouvé ça un repas formidable. Donc on a passé la journée du dimanche tranquille, quoi, il n'y a pas eu de problème. Et le lundi matin, nous sommes partis monter notre camp au bas des cartes. Là, au bas des cartes, eh bien, on a commencé à faire des cabanes en branchage et tout. Il y avait eu un parachutage un petit peu avant. Monsieur Papineau a commencé à nous faire un petit peu d'instruction sur le maniement des armes, tout ça. Et je me souviens, on avait reçu un bazooka. On se demandait ce que c'était ce pion de poil là. Enfin, on a fait un essai avec, sur un arbre. Et cet arbre, on l'a mis à peu près à une vingtaine de mètres, bien ajusté. On a fait partir la torpille, on l'a coupé net à 2 mètres du sol. Ça, c'est encore un souvenir. Donc ça, c'était peut-être 2 ou 3 jours après. Vous aviez quelques armes alors? Oui, on avait surtout du plastique pour faire du sabotage. Ah oui. Il y avait des pinces, je ne savais même pas ce que c'était que le plastique. C'était des espèces de mastic, là, vous savez. Bref. Et puis quelques fusils, mitraillettes, mais on n'avait pas de l'armement, quelques grenades, mais pas beaucoup d'armement pour le nombre que nous étions. Vous étiez combien dans les bois des cartes? Alors les 27 évadés? On était les 27 et puis peut-être un ou deux autres qui sont venus nous rejoindre. Je veux dire exactement, je ne peux pas vous dire le nombre, hein, mais on est, mettons peut-être une trentaine, à peine une trentaine. Donc en milieu de semaine, M. Papineau a demandé 2 volontaires pour aller avec lui afin d'aller chercher un instructeur qui avait été parachuté dans la région de Lussac-les-Châteaux. Moi je me suis porté volontaire avec un autre copain. Donc là nous avons pris la route par des petites routes que M. Papineau connaissait bien le coin, afin d'éviter les grandes routes de circulation où on risquait d'avoir des mauvaises rencontres avec sur des barrages ou ainsi de suite. Et arrivé à Jancé, là on avait des estafettes en différents points. En arrivant à Jancé, là on a trouvé un monsieur qui nous a dit n'allez pas plus loin. Elle a dit la division d'Asrach qui monte de Doradour, qui remonte sur le camp de la Normandie. Et tous les carrefours sont gardés. Alors ça fait qu'on a fait demi-tour, Bordouille. Donc nous sommes revenus au camp de Rouillé, et puis 2 ou 3 jours après, on est allé faire une descente à Rouillé. Là, on a eu le vin d'honneur à la mairie, on a mis le drapeau bleu-blanc-rouge sur la mairie. On avait neutralisé la poste, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait quelquefois des mauvaises informations. Et pendant qu'on était à la mairie, on va nous avertir qu'il y avait une voiture allemande qui était en panne sur la route nationale. Alors tout de suite, on s'est mobilisé en tirailleurs de chaque côté de la route par le long des haies pour arriver à la voiture en panne. Alors rendu à la voiture en panne, là il y avait 3 hommes. Il y avait un officier, son chauffeur et un employé des chemins de fer. Je le vois encore parce qu'il avait fait du bleu marine. Et puis là on a commencé à vouloir, et au même moment arrivé un camion ou 2 camions allemands. Alors là il a fallu décrocher. Et on a eu un peu de rififi, il y a eu des tirs, mais pas de blessés chez nous. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui avait été blessé, mais je ne suis pas sûr. Et heureusement que les blés étaient hauts, parce qu'on a réussi à se faufiler dans les blés, parce que ça nous tirait au-dessus des blés. Hein.
Et on a regagné le campement du Bois des Cartes. Vous étiez loin de Rouillé lorsque la voiture allemande était... Peut-être 300-400 mètres. Hein. Ah oui. Peut-être 300-400 mètres. Je vois pas. Je vois un peu, mais je ne peux pas te situer à quelques cent mètres près. Donc là, on est revenu donc au camp, et là on a pensé, M. Papineau a dit, je crois qu'on est grillé, c'est pas la peine de rester là, va falloir décrocher. Donc à la nuit tombée, on a décroché avec la voiture de M. Papineau, sa camionnette et puis une bétaillère derrière, on a chargé les hommes et le matériel que nous avions, et puis je crois que c'est 2 voitures de Rouillé, je crois bien que c'est le boucher et puis le boulanger, les camionnettes qui faisaient leur livraison avec. Et là on a pris la route de la direction Forêt de Saint-Sauvant. Et alors là c'est pareil, à chaque carrefour, il y avait toujours un commando qui s'en allait à l'avance pour voir si la route était libre, de façon que on ne trouve pas les Allemands quelque chose. Et on est arrivé à la branlerie, c'est-à-dire au Forêt de Saint-Sauvant, ça s'appelait la branlerie, le matin en fin de nuit, quoi. Là on s'est installé encore à notre campement, et là il y avait déjà des résistants qui étaient là, des résistants de Couévérac, enfin de la région. Il y avait combien de personnes à peu près à la branlerie? À la branlerie, je ne peux pas vous dire, peut-être 10 personnes, peut-être pas plus, hein, pas plus. Hein. Et en plus de ça, ils avaient 2 prisonniers avec eux, qui nous en posaient pas mal de problèmes. 2 prisonniers allemands. Alors là, bon, on s'est installé une deuxième fois, et puis on est allé après faire des reconnaissances dans le secteur. Et je me souviens, on est allé au village de Anne-Marie, je crois que c'est Anne-Marie. Oui, Anne-Marie. On a été reçus à bras ouverts par la population, qui nous a offert des bons casse-croûtes avec du pâté et puis du vin. Et puis ça, c'est encore une journée qui nous a marqué un petit peu. Et puis on nous a prévenu qu'il y avait un collaborateur notoire dans le coin, il fallait se méfier. Alors avec le monsieur Papineau, on a dit, il faut falloir le neutraliser. Donc on a fait une descente à sa maison, et malheureusement, il n'était pas chez lui. Et je pense que c'est ce qui est survenu par la suite, les événements de la suite, ont certainement joué là-dessus. Alors, on est revenu à la mode sans notre... c'est un nommé Martin, je crois, il me semble d'avoir. D'après ce que j'ai entendu, c'est par M. Allot qui m'a dit qu'il s'appelait Martin. Ça a été fusillé à la Libération, d'ailleurs. Donc, c'était dans le 20, vers le 20, par là, le 19 ou le 20. Je ne peux pas dire exactement les dates, vous savez, vous n'avez pas la notion un peu des dates. Hein. Et puis, donc, moi je suis tombé malade, j'ai attrapé un bon coup de froid, une angine, avec une fièvre carabinée. J'ai été évacué chez M. Roy, qui était garde forestier, à la maison forestière du parc. J'ai passé la nuit là. Et le lendemain, on m'a évacué chez mademoiselle Agnès Granger, au petit village du parc, qui m'a soigné. Et entre-temps, ça c'était le mardi 27, les Allemands sont venus investir la forêt de Saint-Laurent, qu'ils ont cerné. Et c'est là qu'il y a eu le massacre, qu'ils ont fusillé tous les résistants qu'ils ont pris, quoi. Voilà. Alors là, c'était ça, c'était le mardi. Le lendemain... Le 27, c'était le mardi. C'était un mardi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, au camp de Rouillé, est-ce que vous avez rencontré des gens qui venaient d'extérieur, comme le docteur Cheminet, vous avez eu l'occasion de le voir dans le camp? Je ne me souviens pas. Georges Debiais, qui était marchand de... Je sais que le camp s'était divisé en deux, parce qu'il y avait d'un côté, il y avait les proxénètes, les marchés noirs. Et puis, ah oui. Voilà. Oui, d'accord. Ils étaient séparés. On était séparés. Ah, oui, on était séparés, oui. C'est pour ça que... Mais on était quand même en tant qu'interné de la résistance, politique, c'était des politiques qu'on appelait à l'époque. On était bien, moi, je ne sais pas, mais peut-être 80 à l'époque. Peut-être plus, peut-être moins, quelque chose. Ah, oui. Et vous étiez bien traité, maltraité à Rouillé? On n'était pas maltraité du tout, pas du tout, pas du tout. On faisait des loisirs, on avait un ballon, on jouait au football, tout ça. Non, je peux dire que je n'ai pas été malheureux à Rouillé, enfin malheureux, façon de dire, si ce n'était pas la nourriture. Hein. Et une question de
d'être maltraitant, c'est non, pas de Et vous mangiez à peu près correctement? Vous savez, c'était un peu clair ce qu'on mangeait. Hein. C'était la soupe au rutabaga. Et puis... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on avait formé cette fameuse famille. Alors, on recevait des colis les uns et les autres. Et de temps en temps, on regroupait toutes ces colis et on améliorait leur dîner avec ces colis. Voilà. Et Sœur Scherer, vous l'avez vue avec sa cornette? Non, j'ai entendu parler d'elle, mais... Et le photographe Camille Lombard, vous avez l'occasion de... Je ne me souviens pas de tout ça. D'accord. C'est un peu vague. Hein. D'accord. C'est qu'il y a tout le monde... Non, je ne me souviens pas tellement de tout ça. D'accord. Et à la branlerie, vous avez continué à apprendre le maniement d'armes? Vous avez fait des petites non, pas tellement là. Pas tellement. Parce que ça a été vite fait, là, vous savez, à la branlerie, on n'est pas resté longtemps, là, il y a quelques jours, hein, jusqu'à temps qu'il y ait le massacre. Oui, d'accord. Voilà. Donc, le lendemain de cette fameuse attaque et de ce massacre, le 28 juin, il y avait des personnes, qui paraît-il que c'était des miliciens, qui se faisaient passer pour des rescapés du camp de la branlerie, qui étaient à la recherche de rescapés. Et moi je me suis méfié parce que vous savez que à l'époque on commençait à être méfiant. Et entre-temps, je me souviens le jour, ça c'est encore une petite anecdote, quand il y a eu l'attaque du maquis, moi j'ai vu les Allemands passer dans la rue du parc et tout. Je dis si jamais ils perquisitionnent la maison, je vais être coincé. Dans la pièce où j'étais, il y avait une cheminée, une grande cheminée de pierre, avec une crémaillère dedans, avec un grand conduit de cheminée, puis des pierres qui ressortaient. J'ai dit, s'ils viennent dedans, je remonte par la crémaillère, je me plante dans la cheminée. Heureusement, il n'y a pas eu de lever, c'est parce que j'avais quand même un petit peu la notion du danger. Et à la suite de ça, il n'y a rien eu du tout. Mais par contre, comme je vous expliqué à l'instant, c'est que le lendemain, il y a donc ces espèces de miliciens, il paraît-il que c'était des miliciens qui se faisaient passer pour des rescapés, qui étaient à la recherche des rescapés du camp. Moi, quand j'ai vu ça, moi je commence à aller mieux, puisque j'avais déjà 4 ou 5 ans que j'étais chez Mademoiselle Grandon, j'allais mieux. J'ai dit, moi je ne peux pas rester là parce que c'est trop dangereux, puis vous risquez d'avoir des problèmes aussi. Donc le mercredi soir, c'était le mercredi soir, Mademoiselle Granger m'a fait des casse-croûtes, et j'ai pris la route pour essayer de revenir sur La Rochelle. Alors là, j'ai parti à la nuit tombée le soir. Il faut passer par Pamprou. Pamprou, j'ai pris la route de la Motte Saint-Thérèse. Oui, c'est la Motte Saint-Thérèse. Oui, la Motte Saint-Thérèse. Mais comme je ne connaissais pas la route, elle m'avait donné un calendrier des poches où j'avais arraché une feuille dessus, où il y avait le plan des routes dessus. Ça m'a rendu service. Ouais. Et puis rendu après la Motte Saint-Thérèse, j'ai trouvé, mais c'était en fin de journée, j'ai trouvé un cycliste qui emmenait un vélo par la main. Alors je l'ai arrêté, j'ai dit, oui, vous aussi vous allez comme ça avec votre vélo. J'ai dit, je vais chercher quelqu'un à Niort. J'ai dit, moi aussi je vais à Niort. Si vous voulez, je vais prendre votre vélo, ça va rendre service, puis moi aussi. Donc ça m'a fait gagner du temps. Et je me souviens, on s'est quitté en haut de l'avenue de Paris, dans un petit café qui faisait l'angle d'une rue, qui doit exister toujours, je pense. Il m'a offert un verre là. Et on s'est quitté là. Alors après, là, sur la route de Niort à La Rochelle, je connaissais bien un peu la région là. Je suis passé par le Marais Poitevin en évitant la route nationale de La Rochelle-Niort. Alors j'ai pris la route de Sensé, Sensé, après Le Vanneau, Arcé, Saint-Hilaire-la-Palue, la Grèce-sur-Mignon, Courson, et ça demandait 2 jours quand même ça, parce que j'étais à pied. Et je suis arrivé le samedi soir chez mon copain, je n'allais pas rentrer à Dompierre, parce qu'il y avait les avions et tout. Mais j'avais un copain que ses parents, son père était cheminot et sa mère était garde-barrière à quelques kilomètres d'ici. Vous savez, en milieu de campagne. Alors je suis descendu chez eux, c'est un copain d'ailleurs qui est devenu mon cousin par la suite, si ça veut dire. Donc je suis descendu chez eux, ils étaient tout surpris, ils me demandaient d'où j'arrivais, j'ai répondu exactement tout ce que je savais, parce que j'ai dit, ben, j'étais libéré, enfin des... Et puis j'ai fait prévenir mon père que j'étais là, il était tout surpris. Donc il m'a fait refaire faire des papiers par le secrétaire de mairie qui était dans la résistance, il m'a fait faire une carte d'identité. Il a prévenu mon oncle, M. Avril, qui était ancien garagiste, il était toujours garagiste, mais comme il n'y avait plus de voiture, il était pas au chômage, quoi.
Et il avait un fournisseur en pièces détachées qui habitait à Fontenay-le-Comte, M. Guillard. Il m'a dit, ce M. Guillard, il est dans la Résistance. Alors je vais t'emmener là-bas et puis il va te faire passer, si ça se trouve, au maquis de la forêt de Mirvan ou dans la Résistance du coin. Donc mon père m'a ramené mon vélo, et nous sommes partis en vélo jusqu'à Fontenay-le-Comte. Donc on est allé chez M. Guillard. Il m'a dit, Guillard, il m'a dit, ça tombe mal parce que le maquis a été attaqué, tout ça, tout est décimé dans le coin. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire d'autre chose. Ben, je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, je vais vous garder. Et je suis resté 4 semaines chez lui, planté chez lui. En attendant qu'il me trouve une planque dans une ferme à l'écart de Danvix. Là j'ai trouvé une ferme là, et puis donc je suis resté quelques temps à la ferme, je me souviens c'était les moissons, il n'y avait pas de ficelle de lieuse, il m'avait fait voir comment on fallait lier les gerbes avec, vous savez, un petit paquet de brin de blé. Le brin de blé. Et puis donc là j'ai eu un petit problème, je ne sais pas s'il doit le dire, avec la femme, sa femme qui me faisait des avances. C'est pas à dire ça quand même. Remarque après, ils peuvent couper. Hein. Et puis j'ai vu que ça allait tourner mal, j'ai dit il faut que je m'en aille, je m'en vais là. Puis en cherchant dans les environs, j'ai trouvé des semi-retraités de l'agriculture, dont le frère de la femme de ce retraité de l'agriculture, c'était un des chefs, c'est bien une chance, hein, qui avait été un des responsables de la résistance à Mirvan là-bas. Alors, comme j'aurais donné mon pédigré, tout de suite j'ai été accueilli là-dedans à bras ouverts. Donc je suis resté chez eux. Là, alors, vous savez, c'était en Vendée, il n'y avait plus beaucoup de restrictions. Là. Ils avaient 3 vaches, je me souviens avoir fait du beurre en barattant le lait. Il y avait une vigne, il y avait du vin, on avait fait les vendanges. Il y avait des brugnons, je me souviens, on avait accueilli les brugnons, ils avaient un four, on les avait fait sécher au four. Et puis du jardinage, et puis alors dans l'hiver, on a été coupé du bois dans le marais, parce que c'était le marais là, Saint-Sigismond, le Coudreau, ça s'appelle exactement. Et puis alors après, là, bon ben, c'était libéré là. Oui. Alors monsieur Maté, il m'avait déclaré comme quoi j'étais chez lui à la gendarmerie. Alors ils ont pris mes coordonnées, étant de la classe 1943, j'étais appelé sous les drapeaux, parce que la classe 43 était appelée sous les drapeaux vers le mois de mars-avril. Donc je suis parti à Saint-Mexan faire des classes. Je suis resté plusieurs jours à Saint-Mexan, à la caserne d'Enfer-Rochereau. Une minute. Oui. Et c'est à quelle époque que vous avez été appelé à d'Enfer-Rochereau donc vers le mois d'avril. Le mois d'avril 45. 45. Ouais. Donc j'étais affecté. J'étais affecté à l'armée de l'air. Bon. Oui. Dernière, oui, on termine. Et comme l'armée de l'air était pas réorganisée, on m'a envoyé chez moi. Et j'étais rappelé qu'après, au mois de septembre, pour aller faire mes classes à la base de Cazaux, à côté de... Oui. Là, on reprendra peut-être la partie... on va peut-être reprendre la partie quand vous arrivez à Saint-Mexan, à d'Enfer-Rochereau. Alors, concernant le camp de Rouillé, est-ce que vous étiez, les 27 résistants, est-ce que vous étiez regroupés dans la même baraque ou alors... Dans plusieurs baraques. Ah oui, d'accord. Et on s'est retrouvés au poste de garde où ils avaient la résistance. Votre père avait neutralisé les gardiens de nuit, quoi. D'accord. Qui faisaient la garde de nuit. Et qu'est-ce qu'il y avait avec mon père? Christian, certainement, qui devait être... Vous savez, les noms, je me souviens plus tellement des noms, parce que... Et vous êtes parti tout de suite, alors? On est parti tout de suite. Oui, d'accord. On n'a pas traîné. Hein. Vous savez qu'aussitôt que les portes ont été ouvertes, là, on s'est rassemblés dehors, et c'est là que votre père nous a dit, maintenant, un groupe par 3 ou 4, espacés de 50 mètres les uns des autres. D'accord, et vous êtes parti immédiatement? Immédiatement, on a pris la route de la Brise. D'accord, et dans le camp, il y a des gens qui sont restés, ou alors pratiquement tout le monde est parti non, j'appelle ça de l'évasion. Hein, parce que le poste de guerre étant neutralisé, on nous a fait sortir, mais les autres sont restés. Comme je vous dis, il y en a dit, c'est pas la peine qu'on s'en aille, la libération va arriver dans les jours qui suivent, les Anglais sont débarqués, les Américains sont débarqués en Normandie, alors c'est pas la peine de prendre des risques, on reste. Voilà. Mais le camp a été libéré plusieurs jours plus tard. Enfin, je pense, je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. D'accord.
Donc là, vous êtes vous avez été convoqué à la caserne de Saint-Mexan alors. Oui, alors là, pour revenir à Oui. quand j'étais mobilisé, Quand vous êtes... classe 43, j'ai été appelé à la caserne d'Enfer Rochereau à Saint-Mexan. Là, je suis resté 4 ou 5 jours. On a fait un petit peu de marche, vous savez, de garde à vous et tout. Enfin, c'était pas méchant, c'était gentil. Et là, on a eu chacun notre affectation. Moi, j'étais affecté, comme j'avais travaillé dans l'aviation, on m'a affecté dans l'armée de l'air. Et comme l'armée de l'air était en reconstruction, on n'a pas pu me prendre tout de suite. On m'a renvoyé dans mes foyers. Donc à ce moment-là, c'était la libération. C'était au mois de mai, ça. Donc je suis revenu à Dampierre, chez mes parents. Mon père, lui, qui était marchand de charbon et de bois, plus des transports, il avait son camion qui avait été réquisitionné, mais qu'il avait embauché pour le déblaiement des bombardements qu'il y a eu à la Palisse. Ah oui. Alors mon père, il était déjà malade, il avait été déjà opéré d'une hernie, et puis il est mort en 48, c'est pour vous dire, il ne s'est jamais remis. Et moi j'ai pris le camion, et donc j'allais faire les déblaiements avec des Allemands qui étaient prisonniers. Ah oui. Ils chargeaient le camion. Et on allait décharger au bout du Môle d'Escale, qui était en allongement, sur le terre-plein du Môle d'Escale là-bas. Et puis au mois de septembre, début septembre, j'ai été rappelé à la base de Cazaux, sur la Teste. Mais c'était pas directement à la base de Cazaux, c'était à la Teste, c'est quelques kilomètres entre quelque chose près à côté d'Arcachon. Parce que c'est un camp qu'avaient les Allemands et que les Français avaient transformé en camp de militaire, quoi. En attendant, parce qu'à la base de Cazaux, il y a une réorganisation à faire, on était là. Et après, je suis parti à Cazaux. Mais entre-temps, il est passé un décret que tous les anciens prisonniers de la résistance, déportés et internés de la classe 43, étaient exonérés de service militaire. Donc je me suis fait faire des papiers à la préfecture, avec des témoignages naturellement, puis de toute façon j'avais un pédigré à la préfecture, étant donné que le livre de la résistance, là, ils se sont beaucoup basés là-dessus aussi pour faire le livre. Donc j'ai fait faire ces papiers, mais ça durait quand même une bonne quinzaine de jours. Et j'ai été libéré. Voilà. C'était à quelle date? C'était le début novembre. J'ai passé le 5 ou le 6 novembre 45. Et j'ai rembauché aussitôt à l'usine où j'avais été arrêté. Voilà. Et après, bon j'ai trouvé une mademoiselle là, je me suis marié avec au mois de juillet 46, le 1er juillet 1946. Donc j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire de son frère qui travaillait avec moi. Voilà, et puis bon, ça fait tilt, et puis voilà, et ça fait 62 ans, ça fait 62 ans. Non, 61 ans, ça fait 61 ans, ça fera 61 ans le 1er juillet. On s'est marié en 1946, le 1er juillet 1946. Félicitations. Mais est-ce que vous en aviez terminé avec cette période-là, ou alors il y a eu des événements un peu plus tard qui vous ont ramené aux événements? Oui, parce que vous avez été... Je suis revenu à Rouillé plusieurs fois pour faire des papiers, parce qu'il y avait quand même des registres là-bas avec les personnes qui avaient été... Et alors, de Rouillé, je suis allé jusqu'à Potier, à la préfecture, pour avoir les papiers, pour me faire mon certificat d'appartenance et puis tout, avec tous les papiers qu'on m'a donné là. Et en plus de ça, de l'autre côté, dans l'autre sens, avec les camarades de la résistance du détachement de liberté, qui avaient quand même des papiers aussi d'adhésion à ce groupement de résistance. Alors, tout ça, ça fait le fameux certificat de la résistance. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et vous avez fait partie du tribunal également? Bon, alors là, après, en 1940, attendez, je ne m'en rappelle plus exactement de la date. Non, mais il y a des extraits là, du procès de Bethel. Où c'est qu'il est là? Voilà, c'est là. Oui, alors là, c'était au mois de juillet 48. C'est la semaine du lundi au mercredi 13 juillet 48. Donc j'ai reçu une convocation avec 2 autres camarades pour aller témoigner au procès de Bethel. Donc ce gestapiste qui avait fait un mal terrible, qui a arrêté un nombre impressionnant
de personnes. Et le procès a duré, on était plus de 110 témoins, je crois. Ah oui. Et je suis passé dans les derniers, je suis resté 3 jours là-bas, à Poitiers, à la cour d'assises. Hein. C'est la cour de justice, c'était la cour de justice. Et j'avais mon copain Robière, Jean Robière et André Lécuyer. Voilà. Donc nous avons on a témoigné sur les... Moi je ne peux pas dire que j'ai été vraiment torturé par rapport à mon copain, notre chef qui avait été, d'abord quand il a été arrêté, là, celui, le copain Tixier là, il a été blessé, vous savez, à Dubuton là. Donc ils l'ont emmené à Poitiers là-bas, et puis il a été matraqué, moi j'ai eu une confrontation avec lui, je lui ai été méconnaissable. Il a été tuméfié de partout, la figure toute bleue et tout. Il a été fusillé le 5 novembre 43, après. 3 ou 4 jours après que j'ai eu la confrontation avec lui. Voilà, et j'ai coupé le film. Là, oui, donc on était au procès de Blétel. Oui, Blétel. Oui, vous avez témoigné pendant 3 jours, vous avez été 3 jours présents. Oui, présent, mais comme je suis passé dans les derniers, j'étais obligé de rester sur place. Je me souviens, on avait pris une chambre à l'hôtel, à côté du palais de justice, avec des autres copains. Donc on a témoigné, et puis donc par la suite, Blétel a été condamné à mort, il a été fusillé. Voilà, d'ailleurs, j'ai tout le compte rendu de tout le procès là. Une partie. Ça, c'est des photocopies, vous savez, c'était là. D'accord. Il a été fusillé à quelle époque? Ah, ben, je ne sais pas, je peux pas vous dire. C'était beaucoup plus tard. Oui, je sais qu'il a été fusillé. Hein. Oui. D'accord. Mais pour dire la date exacte, je ne peux pas vous le dire. Mais je suis sûr qu'en cherchant dans les archives sur Poitiers, vous en retrouverez. Oui, d'accord. Donc là, vous nous avez montré tout à fait au début là, de notre rencontre différents diplômes et décorations que vous avez eus. Vous pouvez nous présenter les principales décorations Eh bien, les principales décorations, et puis les documents, les diplômes que vous avez. J'ai d'abord eu ce document, vous savez, la croix du combattant volontaire. Oui, d'accord, croix du combattant volontaire. Avec barrette. Guerre 1939-1945. D'accord. Signé par le ministre de la Défense, Charles Mignon. D'accord. Et là, c'était en 1980 que vous avez reçu cette décoration. Le voilà, c'était le 27 juillet 96. Ah, d'accord. Après, j'ai eu la décoration. Oui, il a présenté devant la caméra. Ah oui. Après, j'ai eu l'autre décoration, là. Celle-ci, là. Ça, c'est ah oui. Là, parce que j'ai les... Ça, c'est si vous la, à la reconnaissance de la nation. Ah oui, reconnaissance de la nation. Et vous l'avez eue, celle-ci? Je l'ai eue le 21 avril 1995. Ça a mis quelques années à venir, mais oui, c'est-à-dire que c'est par le FNDRP qui... Ah oui. Alors voilà, ça c'est les photos du journal, avec la remise des décorations. D'accord. Voilà. Ça, j'ai fait ça. Et puis après, on m'a proposé de la citoyenneté d'honneur de la commune. Alors je vais vous chercher. Alors là, la citoyenneté d'honneur, c'était pour le cinquantenaire de la Libération. Ah oui. Là, une grosse cérémonie avec toutes les villes, le président du conseil général, le député maire, M. Léonard, le ministre, M. Michel Crépeau, les conseillers généraux, les présidents d'organisations de résistance et d'anciens combattants et des amis, ainsi de suite. Ah oui, c'était une grande... On s'est retrouvé presque 200 à la salle des fêtes de Dompierre avec, je vais vous donner quelques... Voilà, c'était ça. Oui, oui.
Oui, c'était une très belle cérémonie. Très belle cérémonie. Après, je vais vous faire voir d'autres choses. Il y a eu le chant des partisans à la fin, que j'avais demandé, moi. Ah oui, ah oui. Ça, c'est les reportages des journaux. Hein. Oui, oui. Il a été chanté par une chorale de la région. Non, c'est une cassette. Ah oui. Sur une cassette. Ah oui, sur une cassette. Alors donc ça c'était en avant-première, quand j'ai été convoqué par monsieur le maire, ça c'était devant le monument aux morts, avant la cérémonie. Ah oui. Et puis après, là, c'est quand j'ai fait mon allocution, Oui, parce que d'accord. j'ai quand même répondu à tout ça. D'ailleurs, je Oui, vous oui, donnerai oui. le compte rendu de mon discours. Tout ça, c'était sur les journaux. Ah oui. C'est une chose mémorable. Et ça s'est terminé le soir. J'avais invité tous mes camarades de la résistance et toute ma famille. Ils se sont retrouvés environ 80 au foyer de la salle communale pour faire Oui. un petit repas, vous savez, Entre amis. entre amis, voilà. Voilà. Voilà en gros mon histoire, mais vite fait, mais comme je vous dis, je vais vous confier quand même ma biographie. Vous verrez, il y a beaucoup plus de détails. Vous savez, je vous ai dit vite fait, là, mais il y a beaucoup de choses là-dessus, qui est motivation, un proposat. Je me souviens, moi, quand on était dans la forêt de Saint-Sauveur, on faisait des tours de garde la nuit. Et vous savez qu'on avait l'oreille, et il y avait les lapins qui marchaient sur les feuilles mortes, on était toujours sur le qui-vive, on connaissait quelqu'un qui arrivait. Je marche d'ailleurs tout ça là. Voilà, c'est comme Dieu de La Rochelle. Enfin, vous verrez, vous lirez ça. D'accord. Et quand vous étiez à la branlerie, tout le monde était regroupé près des maisons de la branlerie? Non, on était à peu près, le camp il était à quelques centaines de mètres, 200 mètres, du petit village de la branlerie. Là. Il y avait 2 ou 3 maisons, c'était un mot, c'était pas un village. Et vous logiez dans des, dans des tentes? Non, dehors. On a fait des cabanes de branchage. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis que j'ai attrapé un coup de froid. Moi, vous savez, je revenais de 9 mois d'internement, j'avais pas beaucoup de réserve. Et oui. Hein, alors, j'étais un petit peu faible de toutes ces souffrances, de tout ça. Oui, oui, oui. Et dans la cabane, vous étiez avec des gens, vous vous souvenez des noms, ou c'était Markovitch? Le mieux que je me souviens, c'est Markovitch, parce que c'était vraiment un sang bouillant, c'était un gars qui celui-là, c'était un gars qui... Voilà. Et puis donc, je me souviens, c'est de votre père, c'est Papillon, parce que c'était la Priouse, tout ça, c'est l'enchaînement. Hein. Et puis les autres camarades aussi, je les revois de vue, mais pour leur donner un nom, je ne me souviens pas exactement de leur nom. Oui, oui. Non, parce que tout ça, c'était tellement vite fait. Vous savez, on s'est évadé le 10 juin, quoi, le 10 juin, et le 27 juin, c'est-à-dire 15 jours après, il n'y avait plus rien, c'était terminé. Donc, vous savez, quelquefois, quand on reste plusieurs semaines avec des personnes, on arrive à mieux se connaître. Oui, oui. Là, c'est pas le cas, ça a été tellement... Puis alors, je vous dis, comme ce coup dur du bois des cartes qu'il a fallu évacuer. Tout ça, ça nous a un petit peu perturbé. Alors, c'était vraiment, c'était la cavalcade. Pour ça, cavalcade, si on veut, mais enfin, c'est peut-être pas le nom que je dis. C'est pour ça que je dis non, tout ça. Je ne peux pas dire, les figures me reviennent peut-être un peu mieux que les noms. Ah oui. Oui, parce que je pensais à Christian, par exemple, qui était... Il y en a un que j'ai vu là, cérémonie, là, il me semble me revenir qu'il y a d'ailleurs, je crois qu'il a donné, cette année, il a été porté une gerbe là. Vous êtes allé porter la gerbe, ça. Oui. Mais il y en a, avec Monsieur Barbier? Je ne sais pas comment. Ah non, avec ça, je pense que ça doit être avec un enfant des écoles, je crois qu'il a donné. Autrement, vous ne... Ah, il est ondulé encore là. Celui-là, je le remets bien, celui-ci là. Oui, Autrement, il me semble l'avoir vu là-bas. D'accord. Et Christian Thian, Gabriel Thian... les noms ne me disent Noël, absolument rien du tout. C'est plutôt les oui, c'est les ça tourne pas là.
Voilà. Mais il peut couper. On vous D'accord. effacerait. Quand vous effacerez, vous penserez à moi. Puis je vais vous dire, quand même, il y a quand même 62 Oui. ans. Oui, oui. 3 ans. Oui. Ça, alors, vous savez, on n'oublie pas. Oui. Mais enfin, il y a quand même des choses qui ont marqué. Bien sûr. Oui. Beaucoup plus que d'autres. Oui, oui. Celles qui ont marqué, je me souviens comme c'était hier. Il y en a d'autres un Oui. peu. Bon, quand on en reparle, il y a oui, te souviens-tu, vous savez, ça me revient après par la suite. Quels sont justement les événements qui vous ont le plus marqué durant cette période? Ben, ce qui m'a le plus marqué, disons d'abord, c'est l'évasion. Oui. Ça, c'était formidable. Le repas de votre mère. Ça, c'est... Et puis après, le décrochage dans la nuit à la suite de l'attaque de la voiture sur la route nationale. Ce soir, je me souviens quand on est rejoint la forêt de Saint-Sauzan. Et puis après, à Anne-Marie, là-bas, Oui. le repas que les gens nous avaient offert. Et puis l'invasion de la maison de ce monsieur-là, ce collabo, là, monsieur Martin, Oui. c'est son nom, qu'on a fouillé partout. Dans ton compte, j'ai dit, votre père, lui, il est certainement planqué par là, mais il n'était pas là. On a tout fouillé partout. On ne l'a pas trouvé. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a une relation certainement importante avec ce qui s'est produit quelques jours après, 3 jours après. Parce que Oui, il a dû... il n'y avait pas longtemps qu'on était là-bas. Oui, oui, il a dû informer. Quelques jours, Oui. on aurait eu la résistance dans ce maquis plusieurs semaines. Moi, je ne dis pas qu'à la fin, vous savez, il y a des fuites et on arrive à se faire repérer. Mais là, ce n'était pas le cas, puisque c'était tout neuf. C'était tout neuf, c'est nous qui avons, disons, emmené le gros paquet pour former ce maquis-là. Oui, oui. Avec quelques résistants qui étaient de Covirac et de la région. Oui, oui. Voilà. Donc c'est là que j'ai connu le père de M. Hanot, Ah oui, allô. qui ravitaillait le maquis. Ah, d'accord. Il ravitaillait le maquis. Il y avait combien de personnes au maquis autour de la branlerie? Ça représentait combien de personnes? Ben, je sais pas, moi on était peut-être 35 ou 40. Hein, Oui. on était, environ, Oui, d'accord. Environ, parce qu'il y en a quand même qui n'étaient pas au maquis quand il y a eu l'attaque, d'autres qui auraient su s'en sortir comme moi, et Marco, M. Coy n'était pas là. Oui. Votre père, s'il était parvenu, il sera encore Oui, présent. oui. Et puis tout le monde n'était pas... Je pense, vous dire exactement le nombre, je ne peux pas dire exactement, mais enfin, disons qu'il y a quand même eu des gens qui ont eu la chance de ne pas se trouver dans la bataille. Oui. Et oui, lorsque vous avez été malade, c'était combien de jours avant Eh ben, c'est l'encerclement de la forêt? Le mercredi soir, je suis parti chez M. Roy. Oui, le mercredi soir. Oui. Forestier. Donc j'ai couché dans les combles. Oui. Je me souviens monter une échelle meunière. J'ai passé par une trappe, puis il m'avait couché sur une paillasse de maïs ou quelque chose comme ça. Enfin, mais de toute façon, j'étais là en transit, je savais que c'était pas pour rester là. Et le lendemain, on est venu me chercher pour m'emmener chez Mademoiselle Granger, Agnès Granger. Le lendemain. Le lendemain dans la journée. Et c'est là qu'elle m'a soigné. M'a fait des bouillons bien chauds, enfin, des boissons chaudes, tout ça, et bien au chaud. C'est là que j'ai retrouvé un vrai lit. Depuis 9 mois, je n'avais pas couché dans un lit, Eh oui. avec des draps. Et vous avez été combien de jours chez Agnès Et bien Granger? jusqu'au mercredi 28, Ah, d'accord. parce que le 27, il y a eu l'attaque du maquis. Oui. Je suis parti le mercredi soir, le 28 à la nuit tombée. J'ai fait la route à pied. Et là, elle m'avait fait une musette avec des casse-croûtes dedans. D'accord. Jour peut-être. Et puis donc j'ai pris la route, et comme je vous expliquais tout à l'heure, la route Saint-Sauvant, Pont-Proux, la Bourse-Intérêt, et puis c'est là, après la poursuite de la Bourse-Intérêt, que j'ai trouvé cette personne qui m'a emmené ce vélo, qui m'a emmené jusqu'à Niort. Voilà. Ça vous a fait gagner du temps. Là, ça m'a fait gagner, disons, peut-être une demi-journée, parce Oui, que quand même, oui. vous savez, Ah oui, largement. 30 ou 40 km. Oui. Vous savez, Oui. on ne marche pas. Puis alors en plus Une de bonne ça, je vais journée. vous dire que sur la route, dès que je voyais quelque chose qui arrivait de loin, je me planquais dans une haie où je ne restais pas sur la route. Je ne savais pas s'il y avait qui j'en ai faire. Vous voyez, une voiture arrivait à 150-200 mètres, ou 300 mètres, ben, vous ne restez pas sur la route. J'avais quand même des précautions de dire, faire attention à ne pas me faire arrêter. Je sais pas. Ça aurait pu arriver. Oui, Hein. oui. Enfin, j'avais quand même cette intuition de dire, il faut que je fasse attention. Voilà. Très bien.
Voilà, mais comme je vous dis, je vais vous confier Oui, si vous voulez bien. Parce ma que... biographie, vous aurez beaucoup plus de détails là-dessus, Oui. parce que il aurait fallu que je vous lise ça, mais c'est pas Non, non, mais c'est pas le témoignage est très bien, je pense. Oui. Ça devrait être- Il est extrêmement intéressant, votre témoignage. Parce que ça permet d'avoir Mais des... je recherche si j'ai pas des choses marquantes encore. Si je me souviens une fois qu'on est allé dans une laiterie pour chercher du beurre. C'est-à-dire quand on était au bas du quartier. Ah oui, On a ramené du beurre. C'est bien ça. d'accord. C'était peut-être à Menigoutte. C'est pas moi qui y suis allé, mais je me souviens qu'il y a des potes, des camarades qui sont allés avec lui chercher du beurre. C'était autrement du temps que je parle, c'est quand on a hissé le drapeau bleu blanc rouge à la mairie de. Je me souviens, il y avait 2 ou 3 marches pour monter à la mairie. Hein. Oui, Je sais pas si ça oui, c'est oui, toujours exactement, oui, pareil. toujours. Et dans la salle de la mairie, il y avait un baricot de vin qu'on nous a fait un vin d'honneur là. Et pendant ce temps-là, il y avait des camarades qui sont allés bloquer le central téléphonique. Oui. Encore quelquefois, vous savez, des collabos, n'importe quoi qui préviennent. Et pendant ce temps-là, après, on est venu nous prévenir, donc, je vous ai raconté tout à l'heure, cette voiture qui était en panne sur la route. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas. Ça, je m'en doute, parce que le camion est arrivé aussitôt. Alors, je trouve ça un petit peu bizarre. Ça, je ne peux pas affirmer. Hein. Mais là, ça commençait à faire du rififi. Il a fallu vraiment... Je vous dis, on a eu de la chance, surtout votre père, attention, il était lucide. Hein, c'était un vrai combattant, lui. Hein, il connaissait le danger. Finalement, la voiture en panne, c'était quand même peut-être un piège. Oui, Parce que, c'est possible. pourquoi pas Oui. Ils utilisaient aussi. Pourquoi pas. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être des doutes, hein, mais ça peut être vrai, c'est vrai. Et les prisonniers à la branderie étaient dans des... Ils étaient, alors là, ça nous a posé des problèmes, parce qu'il fallait qu'on soit 2 à les garder. Ils étaient dans une cabane en branchage, avec des menottes. Ils étaient les mains ligotées. Alors il fallait les garder, ils étaient joints. Ça posait des problèmes. Oui. Ça, c'est pas nous qui les avons fait prisonniers, c'est les bâtisards, enfin les résistants qu'on a rejoints à la forêt de Saint-Sauvant. Ah oui. Les résistants de Couéverac, Oui. et puis enfin du coin. Moi je parle de Couéverac parce que c'est la ville la plus importante. Mais ça nous a posé de sacrés problèmes. Parce que il fallait les garder, et c'était vraiment un poids hein, pour nous. On n'avait pas besoin de ça. Oui. Voilà, il fallait les fusiller. Oui. On n'était pas des sanguinaires. Hein, C'est tout à votre honneur, justement, de ne pas les avoir On n'était fusillés. pas des tueurs à gages, comme on dit, comme Oui. ont été les Allemands. Hein. Oui. Ouais. Voilà, autrement, je ne vois pas beaucoup de faits marquants. Il y en a, mais les principaux, je vous les ai donnés là. À la Couvre, le travail devait être très dur Le travail aussi. était très dur pour deux raisons. D'abord, c'était en hiver. Il n'était pas tellement bien couvert. Déchargement des camions de sacs de ciment qui étaient 3 quarts du temps éventrés, mais étaient plein de ciment et tout. On n'avait pas de douche pour se doucher, on savait comme on pouvait. On était dans des baraques avec un poêle au milieu, et puis on était sur des familles, on était, je sais pas moi, 60 et 80 par baraque. Ah oui. On était gardés par des Croates, qui étaient pires que les Boches. Vous avez des chiens bergers allemands qui nous talonnaient là, dès qu'on allait passer vite, là, qui nous rendaient presque dans les mollets. Hein. Alors là, c'était dur aussi. Hein. À plus de ça, quand on coulait le béton, c'était nuit et jour. Hein. Ah oui. Nuit et jour. Ah ben oui, parce que vous savez, le béton, ça se coule d'un seul morceau. Hein. Alors là, on commençait une coulée de béton, ça durait 2 ou 3 jours. On se relayait quand même. Hein. Oui, oui. On faisait quand même des... Moi, j'ai fait faire 2 ou 3 nuits comme ça, de 7h du soir jusqu'à 5h du matin. Ah oui. Et après, on venait me relayer. Ouais. Mais à part ça, bon, je vous dis, j'ai eu cette chance de... C'est l'histoire, ça. Parce que Oui. je vous dis, j'aurais pas eu cette sinusite là, parce que le camp après a été libéré. Parce que j'ai des copains qui étaient avec moi, ils ont été libérés après le débarquement, là. Quand il a eu la poche de Royan, ils ont libéré le camp de la cour. Là. Oui, mais en septembre et octobre. Oui, peut-être, je ne peux oui. pas vous dire exactement, mais
Je peux vous le dire parce que tiens, je vais vous le dire exactement, parce que j'ai là-dessus c'est marqué. J'ai mon copain Jean Bonneau là, c'est un copain de Don Pierre que j'ai trouvé tout bizarrement. Je ne savais pas qu'il était dans la résistance. On s'est retrouvé dans le train en partant pour Rouillé. Il était interné à la prison de Lafont et il était comme chauffeur de car au Car Rouge de La Rochelle. Donc avec un autre copain qui s'appelait Guichard, André Guichard. C'est ce André Guichard qui logeait avec notre chef de résistance, Émile Texier, dans l'avenue du Tombeau. Donc lui c'est pareil, il est rentré dans la résistance par l'intermédiaire de ce copain, André Guichard. Ah oui. Et on s'est retrouvés pour partir, on était les deux derniers arrêtés du groupe. On s'est retrouvés à la sortie il était à la prison de Lafont, je ne le savais pas, et quand ils nous ont ramenés pour prendre le train, on s'est retrouvés à la gare ensemble. Avec les Allemands, puis Monat évidemment. Ouais. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, avec toi, qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est là qu'on s'est un petit peu expliqué, on racontait notre histoire. Et on est resté dans la même cellule. Alors dans la cellule à côté, c'était dur aussi, pour la bonne raison. C'est dans une cellule d'un prisonnier qui était 5 dedans. Alors dans un coin, il y avait une cunette, puis dans l'autre coin, un autre lavabo. Alors en plus de ça, on couchait sur des paillasses, il n'y avait pratiquement pas de paille dedans. On couchait à même le sol. Et puis en plus de ça, on était accompagné par des punaises. Parce que c'était des cellules qui avaient été blanchies, reblanchies, reblanchies. Et ça faisait des croûtes sur les murs. Et les punaises venaient se cacher derrière. Et la nuit, par contre, on écrasait ça. Je vais vous dire que là, c'est encore une petite anecdote. Ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais ça c'est... Et est-ce que vous êtes retourné voir les blocos auxquels vous avez participé à la construction? Oui, mais à la coupe. Ils sont en mer maintenant. Ah, ils sont dans la mer maintenant. Ils sont en mer maintenant, oui. Ils sont en mer. Alors, je me souviens, on avait coulé le blocos du commandement de toute la région. Enfin, de la région, enfin, des Allemands. Oui. Le blocos de l'état-major du secteur. Il était à quel endroit dans la forêt de la Coupe? Vous savez où est le phare de la Coupe? Oui. Bon, il était entre le phare de la Coupe et la plage de Bonance. Bonance, peut-être. Oui, d'accord. Il était entre les deux. Oui, et d'ailleurs, il existe toujours, vous savez, il y a la route qui doit passer presque à côté. Ah oui. J'y suis allé, mais vous savez, je suis allé 25 ans après, pour dire, on ne connaît rien du tout. Là, il y avait des baraques avec des barbelés, des barbelés tout autour. C'était joli, une ronde avec tous les gardiens, les Croates, là, c'est vrai que c'était pas des petits loulous, ça, ils nous en ont fait baver. Il y avait plusieurs copains qui ont fait des petites incartades, et bien la plotte debout, couché, de plein, des coups de pied et puis des coups de cravache. C'est pour ça qu'on faisait attention à ne pas en faire trop de sel, parce qu'on savait ce qui nous attendait. Et là, la nourriture, c'était pas formidablement vu, c'était un peu la même chose qu'à Rouillé. Vous savez, les rutabagas à l'éclair, puis du pain de chien à la mode, qui était souvent moisi. Alors on couchait sur des chalets à 2 étages, et puis l'hiver, il faisait pas chaud dans les étages. Voilà, ça a été dur aussi, parce qu'en plus de ça, il y avait le travail. Enfin, moi j'ai eu la chance quand même, après, comme j'étais affecté sur une bétonnière, j'étais plus au déchargement des camions, parce que vous savez tous les jours, il y a des camions de ciment. Alors avec des sacs de ciment éventrés, j'ai pas besoin de vous dire que ce soir, les gars, quand ils rentraient à la baraque, ils pouvaient aller se laver, parce qu'il était tout plein de... ça c'était dur, très très dur. Enfin, moi j'ai eu la chance de partir sur cette bétonnière. Mais par contre, le froid et tout, donc j'avais fait cette sinusite qui m'a un petit peu sauvé la vie dans ce point-là. Pour la bonne raison, c'est qu'avec cet infirmier, vraiment l'infirmier était correct. D'ailleurs, on sentait que c'était un infirmier. Ah oui, c'est un Allemand donc. Avec mon copain Rebranche, là Julien Rebranche, lui il avait fait une pleurésie, il avait des problèmes de poumons aussi. Il m'a dit je vais vous faire évacuer sur le transit de Lalleux. Puis de Lalleux, étant donné que j'étais déjà passé par Rouillé, donc j'ai été envoyé sur Rouillé, et lui était envoyé à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. On s'est retrouvé après, il est décédé d'ailleurs de tous les copains, là, je suis dans les 2 ou 3 qui sont encore vivants, Et vous étiez nombreux à la Couvre, là, pour la construction des blocos? Il y avait deux baraques, il y avait 2 baraques, et on était à peu près
soixantaine dans chaque baraque, environ. Je me souviens, un gros poêle au milieu et une allée au milieu avec de chaque côté les lits superposés. Ça correspondait au nombre de personnes. Exactement, à peu près comme au camp de Roubaix. Ça correspondait à peu près à un groupe pour faire un blocos, ou alors vous changez de blocos Ah non, il y avait un appel le matin et puis on nous prenait. Ah oui. Au début. Oui. Au début. Après on avait chacun Jacques. notre fonction sur. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il y a peut-être des souvenirs qui j'ai oubliés, mais enfin les principaux, Oui. quand même ceux les plus marquants. Oui. Bon ben, je vous ai pratiquement tout dit. Oui. Oui, mais vraiment le principal, l'essentiel. Oui. Ouais, c'est vraiment très précieux. Je vous passerai non ma biopsie, mais je la confie. Ta Ah bah bien, biopsie, oui. ce que tu dis de la biopsie, ça va pas, non? Oui, non, mais vous Malheureusement, tracassez oui. pas. Non, biopsie, parce que C'est je vous fini. dis, j'ai passé une D'accord. biopsie avec mon Ben oui. cancer. Ouais, ouais. Il arrive à être fatigué, là, il va dire des... Bah oui, non, mais Ah, c'est... ça, faut arrêter, là. Ça fait